On a vu donc ce fameux mode connecté. Vous savez désormais quasiment tout faire, enfin tout ce dont vous pouvez avoir envie en tout cas avec .NET, puisque vous savez accéder à la fois en lecture, à la fois en écriture, vers une base de données, donc 100% des types d'accès qu'on fait vers un moteur de données. Le reste de la démonstration, et il est long, on va aborder la problématique du mode déconnecté. Alors on va essayer d'en faire une définition. Le mode déconnecté, qu'est-ce que c'est? C'est pas sorcier, on n'a pas réinventé la roue. C'est tout simplement se dire, au lieu de travailler avec un curseur de base de données qui est ouvert pendant tout le temps de mon application, de payer une licence par client, etc., etc., ben tout simplement, je vais tâcher de travailler en mémoire, en me connectant le minimum de temps possible à mon serveur. Donc de pouvoir, de la même occasion, démultiplier ses capacités de montée en charge. Donc l'idée elle est simple, encore une fois, je peux le faire sans dataset, sans .NET bien sûr. J'accède aux données, je les récupère, je les mets dans un grand tableau par exemple, et puis dès que j'ai fini, tout de suite je me redéconnecte. Donc j'ai accédé à la base pendant un temps très court, et puis je me mets à travailler dans mon application, dans mes list box, dans tous mes contrôles de saisie, avec les données que j'ai en mémoire. Et puis au moment où je voudrais réimpacter des données vers la base ou recharger à nouveau, eh bien de la même manière, j'accéderai ponctuellement à ma base. Donc voilà l'idée en tout cas du mode déconnecté. Pour travailler avec ce mode déconnecté, la structure de données qui va recevoir les données devient extrêmement importante. En .NET, cette structure correspond à une classe qui s'appelle le dataset. Le dataset, on va le découvrir ensemble, il peut contenir plusieurs tables, ainsi que des relations entre elles. Donc des tables, je parle bien de structure mémoire, c'est pas des tables en base. Et on va voir qu'il est quasi très très proche, quasiment d'un moteur de base de données, mais en mémoire. Un moteur de base de données relationnel. Donc on va pouvoir créer des tables différentes qui seront nommées, on va pouvoir créer bien sûr le schéma de ces tables-là, ainsi que les chargés de données, et on va pouvoir créer des relations entre elles. Ça permet de créer des vues sur les données, d'accéder aux lignes, aux colonnes bien sûr, de faire des mises à jour simples de la source initiale, et puis de renvoyer le contenu, pourquoi pas, au format XML. Alors un petit diagramme pour montrer un petit peu cet objet, cette classe. Le dataset, il contient une collection de tables qui s'appelle tables, et chacune de ces tables, si on zoome ici dans la partie droite, contient à nouveau des collections. Ici par exemple la collection des colonnes, donc qui représente les métadonnées de la base, et puis la collection des lignes à travers rows. Donc une fois qu'on aura chargé notre structure, on ira dans rows pour voir quelles les données qu'on a chargées depuis la base. Une des problématiques donc de ce mode déconnecté, c'est de gérer l'étape, bien sûr, qu'il y a avec les différents connexions ponctuelles vers le serveur, aussi bien pour faire des chargements que pour faire des mises à jour. La classe DataAdapter va vraiment se placer à mi-chemin, va représenter la frontière entre le modèle, la source de données physique, donc la source SQL, et puis ce mode dataset qui, encore une fois, je vous le rappelle, est complètement indépendant des sources de données. Pour faciliter les échanges à cette frontière-là, le DataAdapter, pas sorcier encore une fois, fait des choses relativement simples, mais va nous faciliter la vie. Il crée en lui quatre objets commandes, comme l'objet commande qu'on a vu tout à l'heure dans le mode connecté. Donc là encore une fois, on ne réinvente pas la roue. Ce sont des commandes SQL. Ces quatre sous-objets sont nommés select command, insert command, update et delete command. Ils vont être dédiés au chargement et aux mises à jour vers la base de données. Voilà, nous allons maintenant commencer une assez longue démo sur le mode déconnecté. Le mode déconnecté. On va se lancer dans la création d'une application qu'on va quasiment garder jusqu'à la fin de la journée. On va donc construire ensemble une application en utilisant .NET, SQL Server comme base de données. Je vais m'appuyer ici sur la base qui s'appelle Northwind, donc que pas mal de gens connaissent puisque c'est une base d'exemple qui est fournie avec Access et puis SQL Server.
Et puis je vais utiliser des applications Windows Forms.net. Donc ce choix a été fait puisque le binding est un peu plus évolué aujourd'hui en Windows Forms, mais tout ce que vous allez voir aujourd'hui porté, en tout cas dans mes démos, par des applications Windows est tout à fait valable dans des applications web. Voilà, donc vous allez voir, l'application est quasiment vierge. Je démarre avec une fenêtre qui est vide. J'ai quelques éléments qui sont préparés pour gagner un petit peu de temps, qui sont prêts derrière, que je rapatrierai un petit peu plus tard. Alors, je vais ici dans ma boîte à outils. J'ai un onglet Données qui est dédié à la gestion des données, dans lequel je vais prendre un objet SQL Data Adapter, SQL Server, et puis le fameux objet Data Adapter dont je vous ai parlé. Je vais le déposer ici sur mon formulaire. Il y a un wizard qui démarre, qui va nous aider initialement à configurer cet objet. Vous allez voir qu'il y a pas mal de manières de le configurer, à travers le wizard bien sûr, qu'on pourra rappeler après coup, à travers l'éditeur de propriété, mais également tout à fait à la main, voire par programmation. On verra tous ces modes-là ensemble. Ma connexion ici, elle est déjà identifiée dans mon explorateur de serveur. Il me propose d'utiliser celle-ci, c'est bien celle-ci que je veux utiliser, donc je valide. Ici, je vais juste aller sur mon bureau. Excusez-moi. Voilà ici, récupérer un ensemble de petits copier-coller qui vont m'aider à pas me tromper, tout simplement. Voilà. Donc je retourne dans mon générateur. Voilà, j'en ai été ici. Il me propose d'utiliser des instructions SQL ou bien de créer de nouvelles procédures stockées ou d'utiliser des procédures stockées existantes. Pour le moment, je vais me baser sur du SQL. Donc je fais une requête tout à fait simple avec 2 colonnes sur la table Customers. Je valide. Et là, je vois que j'ai un premier message. C'est pas tout à fait un message d'erreur, c'est un warning qui me prévient. Il me dit que l'assistant ne peut pas créer automatiquement les requêtes pour mettre à jour la base de données car je n'ai pas récupéré dans mon select les colonnes de clés primaires. Ça veut dire quoi? Ma requête est-elle correcte? Oui, tout à fait. J'ai fait un select avec 2 colonnes sur la table Customers. À la rigueur, ça me regarde. Si je lui dis t'en occupe pas, il va me valider tout ça et puis il va correctement me configurer mon instruction select. Par contre, ce qui nous rappelle, c'est que le SQL Data Adapter, c'est un composant qui est censé nous aider à faire des allers-retours avec la base. Or, il est tout simplement en train de me dire, attention, si tu ne rapatries pas la clé primaire dans ton select, moi je ne serai pas capable de faire d'update, en effet, ni d'insert ni de delete. D'accord, là je comprends le message, je reviens en arrière, et ici je rajoute Customer ID. Je fais suivant, là je n'ai plus le fameux message, et je vois que j'ai un ensemble de requêtes qui ont été générées. Alors générer, ça veut dire quoi? Ici, il me demande si je veux inclure le mot de passe dans ma chaîne de connexion, je le valide. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, vous vous souvenez, cet objet il a 4 objets commandes en son sein, eh bien la commande delete, il l'a auto-généré. Donc tout simplement un parseur, on peut imaginer relativement facilement un petit algorithme qui analyse la requête select, qui regarde les champs et le nom de la table, et qui, à partir de ça, est capable de reconcaténer une requête assez facilement pour faire le delete, l'insert, et puis la mise à jour. Bien sûr, ici vous avez la totale liberté de retourner, modifier cette requête et de mettre la requête que vous voulez. D'accord, donc j'ai déposé ici ce fameux data adapter qui a été configuré à travers ce wizard. Il m'a généré automatiquement l'ensemble des les quatre requêtes nécessaires. J'ai l'objet connexion qui correspond à ma source de données qui a également été déposé et configuré. Donc celui-ci, on l'a vu tout à l'heure par programmation. Et puis je vais déposer le fameux dataset. Je vois le dataset, je le dépose ici. C'est un groupe de données typé ou non typé. Bon, pour le moment, je ne rentre pas trop dans les détails. Je vais prendre un groupe de données non typé, je valide.
et on expliquera ensemble après, rapidement d'ailleurs, quelle est la différence. Puis là, je vais faire un petit peu d'interface, minimum quand même, pour lancer mon application. Je vais déposer un menu principal. Je vais déposer une grille de données, data grid. Mon menu principal, ici, je vais créer une première entrée. Je vais créer client, chargé. Et puis je vais faire au moins une instruction. Je vais d'abord nommer mon data adapter. DA customers. Ma grille de données, elle a une propriété qui s'appelle data source, qui va identifier la source de ces données. Et on va voir on voit ici directement que le dataset qui a été déposé en conception est visible. Donc je le pioche. Et ici, donc maintenant, cette grille est connectée à ma source de données. Dans le code, enfin, j'appelle le data adapter, DA customers, j'appelle la méthode fill. Pour faire quoi? Pour remplir ce fameux dataset. J'exécute mon application. Je lance le chargement de mes données. Je vois ici qu'il y a une table Customers. Et en effet, ici, j'ai pu récupérer dans ma nouvelle application l'ensemble de mes données. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? Eh bien, là, c'est pas très sorcier. Le data customers contient 4 requêtes. Le select et 3 requêtes d'écriture. Ici, j'ai appelé une méthode qui s'appelle fill. Donc, on conçoit relativement facilement qu'en effet, ce qui s'est passé, c'est que la méthode fill utilise la commande select command et puis fait automatiquement tout ce qu'on a fait tout à l'heure par code, crée le data reader et puis remplit toute ma source de données. On remarquera également ici que je n'ai pas fait d'ouverture ni de fermeture de connexion. En effet, le but justement encore de ce data adapter, c'est vraiment d'orienter notre application vers un mode déconnecté. Donc, d'en implémenter les règles au mieux possible. Il va ouvrir ici la connexion, exécuter tout de suite le chargement des données, va entasser les données dans la structure mémoire du dataset, et dès qu'il a fini, va refermer tout ça, y compris la connexion. Donc du coup, pour moi, j'ai qu'une seule instruction à écrire, et je n'ai pas à me soucier de savoir si la connexion est ouverte ou si la connexion est fermée. Après le chargement de mes données, qu'est-ce que je fais en général? Je fais des traitements sur mes données. Ici, dataset, 1, point. Comment j'accède à mes données par programmation? Eh bien, la collection de tables, la voici, tables. J'accède ici à la table customers. Puis une fois placé sur la table, j'ai différentes propriétés. Ici, columns me permet, je peux très bien savoir combien il y a de colonnes, donc faire une boucle for par-dessus par exemple. Et puis ici, en l'échange d'un numéro de colonne ou bien d'un nom, je peux accéder aux différentes colonnes. Et puis surtout, une fois que j'ai rempli mon dataset, je peux accéder aux lignes, rows. Donc les rows, pareil, j'ai un count qui me permet de savoir combien de lignes ont été ajoutées dans ma structure. Et puis ici, donc en l'échange d'un index, j'accède à ma ligne de données. Une fois placé sur ma ligne de données, je peux accéder aux différents champs. Donc ici, par exemple, company name. Bien sûr, donc ceci est valide pour tous les champs et tous leurs types et tous les types de champs. Ici, c'est à moi de me souvenir que ce champ en base de données est une chaîne de caractères. Cet indexeur, bien sûr, est générique, donc me renvoie un object. Donc éventuellement ici, si je veux stocker ça dans une chaîne de caractères, c'est à moi de caster, de transtyper cette valeur object en chaîne de caractères. Idem, bien sûr, vous l'avez compris, si ici j'ai un datetime ou un entier, à moi de me souvenir des métadonnées en base pour retrouver le bon type dans mon langage de programmation. On va voir une chose, on va voir qu'on peut faire mieux. Ici, j'avais un dataset. Sur mon data adapter, je vais faire un certain nombre de choses, je reviens sur les explications après. Je vais générer un groupe de données. Alors le groupe de données, c'est le dataset, dataset, groupe de données. Il me propose ici de le nommer. Je vais mettre ds northwind comme le nom de ma base. Une table customers, a priori ça me va. Je vous rappelle que le data customers lui connaît
le modèle physique connaît les métadonnées de la base. Il va me proposer donc de typer un dataset. On va voir ensemble ce que ça représente. Ici, il y a un nouveau dataset qui est déposé. OK. Visiblement, c'est un DS Northwind, donc c'est plus un type dataset. On va voir ce qu'on peut en faire. Je vais essayer de remplacer celui-ci. Je vais le supprimer. Ma grille, elle voit également ce dataset, ce nouveau dataset, je clique dessus, et ici dans Data Member, eh bien, je vois que j'ai la table Customers qui apparaît déjà. Donc bien avant l'exécution, bien avant que je charge les données, bien avant qu'il sache finalement quelle est la structure SQL sous-jacente que je m'apprête à charger, ici, déjà même en design, visuellement, je peux retrouver mes colonnes. Ok, on va voir du côté du code. Donc là, la variable a changé de nom, ça s'appelle DS Northwind 1. Je vais passer à l'exécution. Je charge mes données. Et là, on s'aperçoit que, en tout cas, ça marche. Ça n'a visiblement pas changé grand-chose. On va continuer. Revoyons maintenant au niveau du code. DS Northwind 1, pardon. Donc mon dataset. Je peux toujours faire tables, bien sûr, avec crochet le nom de ma table. Mais à la place, je peux faire directement Customers. Et oui, ici en effet, voilà ce qu'a fait le moteur. Il a typé mon dataset. C'est-à-dire que ce dataset, c'est un vrai dataset, mais il est devenu beaucoup plus performant dans la tâche d'accéder typiquement aux données de type client. Donc typiquement ici, j'ai une table, j'ai une propriété directement typée et nommée qui accède à mes clients. Très bien. Ici, je peux accéder aux différentes lignes de données, mais également, je peux avoir un indexeur directement sur la table. Et là, qui me permet d'accéder à la ligne 0 de ma table. Ici, toujours, je peux aller chercher le nom d'une colonne, company name, vous l'avez compris, ou bien à la place, point, company name, et là, j'ai une propriété, j'ai encore un indexeur qui a été généré, de type chaîne, qui est déjà typé, qui me permet d'accéder à ma donnée. Résultat ici, je ne peux plus me tromper sur le nom de la table, je ne peux plus me tromper sur le nom du champ, et je ne peux plus me tromper sur son type non plus, puisqu'il est déjà typé, et donc je n'ai pas à le transtyper, il est directement dans la bonne valeur, dans le bon type. Donc voilà ce que représente le dataset, ce qu'on appelle un dataset typé. Donc on comprend en effet tout de suite l'avantage de productivité.